Chers auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, à l'écoute du Libre Journal des lycéens. Julien Lebel à la barre pour cette émission de début de cet été. Autour de la table, Adrien Abosi. Bonjour. Qui est avocat, essayiste, qui s'est intéressé à un certain nombre de sujets. Arnaud Danjou, journaliste. Bonjour. Et je suis assisté, comme à mon habitude, de Xavier Javel. Bonjour. Alors, nous parlerons aujourd'hui d'actualité politique. On commencera évidemment par évoquer la figure de Simone Veil, femme qui aura marqué son siècle, marqué son époque, en particulier avec une loi qui porte son nom. Nous en parlerons longuement à la fois du personnage en elle-même de Simone Veil et aussi des réactions qu'il y a pu y avoir autour. Et puis on parlera un peu plus largement d'actualité politique française avec le gouvernement Macron. Alors pour commencer avec Simone Veil, je voudrais d'abord souligner, chers auditeurs, l'unanimisme des réactions, des tressages de laurier, des éloges qui ont pu être faits pour Simone Veil de la part de à peu près tous les politiques et toute la presse. Je trouve que cet unanimisme est toujours un peu suspect. Alors dans le cas de Simone Veil, c'est assez évident. Adrien Abosi, peut-être un commentaire sur ce concert de louanges. C'est très profond, l'affaire Simone Veil. Tout d'abord, à la mort de Simone Veil, je dois confesser que j'ai pensé à une phrase de Jules Renard qu'on trouve dans son journal. Deuil, l'absence de douleur m'égare. Voilà. Bon. Ensuite, on a bien vu qu'effectivement, d'une part, il y a cette unanimité absolue concernant la personne de Simone Veil, et on va au-delà de ça, puisque Simone Veil va être, si je puis m'exprimer ainsi, panthéonisée. Bon. Après, Jean Zay, c'est assez cohérent d'ailleurs. Je voulais venir aussi à la question du Panthéon. C'est extrêmement profond. Pourquoi mettons Simone Veil au Panthéon ? Nous sortons d'une séquence politique où on n'a pas arrêté d'entendre la formule « les valeurs de la République ». Valls avait toujours cette formule à la bouche, Hollande avait toujours cette formule à la bouche, Cazeneuve aussi, j'en passe et des meilleurs. Alors vous parlez d'une séquence politique, quand est-ce que vous la faites démarrer ? Ça c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs décennies, mais disons qu'on a vraiment appuyé sur l'accélérateur. Sous le quinquennat Hollande, on n'a plus utilisé le mot France. Le mot France était devenu malsaillant, si je puis dire. Le problème, c'est que cette notion de valeur de la République, on ne nous l'a pas définie précisément. Alors après, on la devine. Les valeurs de la République sont les valeurs qui font la République. À l'instar de la laïcité. Mais qu'est-ce que c'est que la République en France ? Au-delà du régime politique, c'est un pays qui essaie de se substituer à un autre pays. La République se vit comme un pays qui veut substituer à l'anthropologie française classique une autre anthropologie fondée sur notamment les Lumières. Or, l'avortement, qu'est-ce que c'est ? L'avortement, c'est un mécanisme, si je peux employer ce terme, qui aboutit à une reproduction minimale du peuple français. Donc quoi de mieux pour passer d'un pays à un autre que d'empêcher la reproduction du pays. Donc je termine en disant, l'avortement est une valeur de la République. L'avortement, je le répète, est une valeur de la République, et on l'a vu, rappelez-vous, au débat des primaires, entre Fillon et Juppé, au deuxième tour de la primaire, pendant la campagne, pour essayer de remonter son retard, Juppé a laissé entendre que Fillon allait remettre en cause la question de l'avortement. Et on a eu une mobilisation de la part du système pour mettre la pression sur Fillon, qui a été obligé de se justifier du fait qu'élu, il ne reviendrait pas sur la question de l'IVG. Donc l'avortement est une valeur de la République. La République, pour être République, a besoin de l'avortement, et il y a une cohérence absolue dans le fait que la nomenclature républicaine est totalement unanime sur la question de Simone Veil, et effectivement, il faut, de son point de vue à elle, il faut sanctuariser la question de l'avortement. Et parce que vous faites de la République, cher Adrien, l'anti-France par excellence. Et donc, tout à fait, oui. Et donc dans votre conception, et effectivement, tous les instruments, tous les outils qui sont là pour détruire la France... Défranciser, oui, tout à fait. Défranciser ou même détruire la France, parce que là, quand on parle de l'avortement, on parle quand même de destruction physique, de crimes de masse, avec son corollaire évidemment de l'immigration massive. Tout à fait. Donc pour vous, la République étant l'anti-France... Elle est parfaitement cohérente. Et je vais plus loin. La République fait tout pour détruire l'anthropologie catholique de la France. C'est ainsi. Je suis désolé, c'est l'histoire qui nous l'apprend.
La République est cohérente. Elle implique pour fondement, elle a pour fondement philosophique la philosophie de Lumière. La philosophie de Lumière, qu'est-ce que c'est ? On crée un homme nouveau par l'abolition du passé. Ça passe par la liquidation du catholicisme. À partir du moment où vous avez ces fondements sur la société, à partir du moment où le peuple y adhère, à partir du moment où personne ne croit en l'immortalité de l'âme, à partir du moment où on jette le décalogue à la poubelle, alors effectivement, l'avortement, pas de problème. Quel est le problème ? Pour quelqu'un qui est athée, matérialiste, il n'y a aucun souci. On peut jeter les enfants à la poubelle. Voilà. Le devoir des patriotes français, c'est de mettre d'autres valeurs à la place de ces valeurs. Et exactement à ce sujet, Arnaud d'Anjou. cher Adrien, on va remarquer toujours la bienséance de ces gens qui vont essayer de nous expliquer qu'entre 12 et 13 semaines, subitement, dans la nuit, le fœtus est passé d'un simple amas de cellules à un homme, et qui essaie de nous démontrer par une espèce de chronologie qu'on est homme après 13 semaines. Enfin, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose de glaçant dans l'acronyme d'IVG. Interruption volontaire de grossesse, comme si ce n'était qu'un acte technique, si je puis m'exprimer ainsi, qui n'avait aucune implication morale. Rien que cette formule, pour moi, fait froid dans le dos et en dit long, d'une part sur le régime, mais sur toutes les personnes qui adhèrent à cela. Car il faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, le peuple français adhère massivement à cela. On a tendance à incriminer les élites. Et de fait, elles ont fauté, depuis 1789 au bas mot. Mais je suis contraint de dire que M. Macron, il a été élu avec 66%, Hollande avait été élu haut la main, Sarkozy avait été élu haut la main, et que tous ces fondamentaux qui sont nocifs, que ce soit l'avortement ou l'immigration de masse, donc tout ce qui détruit la France aujourd'hui, est publicité par un peuple qu'on appelle français, mais il faut se poser la question de savoir s'il est encore français. Et quand je dis cela, je ne parle même pas de la question des Français administratifs. Oui, l'idéologie de l'avortement est aussi extrêmement révélatrice d'une conception parfaitement moderne et héritée des Lumières, à la fois de la liberté et en même temps de l'individu. Exactement, c'est le fond du problème. On est passé d'un monde où la liberté ou plutôt la liberté était pensée par rapport au catholicisme, c'est-à-dire je suis libre de faire tout ce que je veux tant que je ne pêche pas. Je caricature, mais en gros c'est ça l'idée. Et à partir du moment où je pêche, je redeviens esclave du péché et je ne suis plus libre. 1789 invente ce que certains appellent le libéralisme, pas au sens économique du terme, mais au sens philosophique, qui dit non, votre liberté est absolue, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que vous ne nuisez pas à votre voisin. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Et tant que ça n'a pas d'impact direct et trop visible sur l'espace public. Donc il y a deux conceptions de la liberté qui s'affrontent. Il y a la version de la liberté républicaine qui dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que vous ne nuisez pas à la liberté de votre voisin. Et il y a la version catholique qui dit non, votre liberté est, si je puis dire, plafonnée, encadrée par la question du péché. Xavier Javel, peut-être une réaction sur ces premiers éléments ? Oui, j'aurais néanmoins quelque chose à redire. Je pense qu'on peut être, par exemple, athée et contre l'avortement pour des raisons tout à fait matérialistes, justement. Je ne pense pas que le contraire ait été dit à cette antenne. Il me semblait qu'il venait d'être dit il y a... Je disais surtout que, a priori, il n'y a pas de problème philosophique, mais je vois où vous voulez en venir, cher ami. Je vois très bien où vous voulez en venir. Parce que c'est une question, justement, aussi très matérielle, qui, justement, implique, je pense, justement, des réponses avant tout matérielles. On ne peut pas répondre à ce sujet, je pense, aujourd'hui, dans la société actuelle. Je dirais plutôt politique que matériel. Politique, oui. L'avortement est évidemment une question morale, mais c'est aussi une question politique. Et je pense que nous n'avons pas à y répondre d'un point de vue moral. On pourrait le faire, mais je pense que c'est pas notre rôle à nous. Je pense que c'est tout le rôle justement de l'Église ou de quelqu'un d'un point de vue extrêmement catholique. Mais je pense pas qu'on soit ici pour des raisons très catholiques. Merci Xavier, on reviendra à la question de l'avortement dans quelques instants. Antoine Assaf nous a rejoint. Bonjour, cher Julien. Bonjour Antoine, pour sa chronique sur le Proche-Orient compliqué. Et je viens cette fois avec le père Boulad, mais qu'on communiquera avec, bien sûr, du sud de la France. Il vient de rentrer d'Égypte et après ma chronique, nous aurons la joie de dialoguer avec lui pour une situation, bien sûr, de ce qui se passe en Égypte et bien sûr au Proche-Orient. Donc on entendra le père Boulad avec beaucoup de bonheur pour nous parler un peu de la situation en Égypte, un peu loin de notre sujet franco-français d'aujourd'hui. Antoine Assaf.
De retour d'un grand voyage qui m'a emporté vers l'Orient où je suis né, où j'ai vu au Liban, sur ses frontières, bien sûr, plus d'1,6 million réfugiés, je vois comment le Liban reste encore, et l'a été le miroir du monde. Pendant sa guerre, une trentaine d'années, le Liban a alerté que les minorités chrétiennes sont en danger, que l'occupation de ce pays présage d'une autre partition de toute la région. Et personne n'a cru, et ça n'est qu'à la fin qu'une sorte de contrat absolument conclu autour et sur le dos de ce peuple nous a ramené à une forme de paix qu'on a appelée syrienne, puis après une paix arabe, puis une paix occidentale pour arriver à libérer ce pays et faire de lui un exemple aujourd'hui pour l'accueil des réfugiés. C'est un miroir parce que aujourd'hui le monde regarde la Syrie et l'Irak et voit la guerre du Liban se répéter. Menace des minorités chrétiennes en Syrie, menace des minorités chrétiennes en Irak. Possibilité d'une partition de ce pays, mise en cause des fameuses frontières de Sykes-Picot, un Anglais et un Français. Et retour de cette alliance objective qui reste l'axe principal dans cette région, peut-être depuis 1950 et le plan atlantique d'Eisenhower, alliance objective entre les deux grandes puissances, l'Amérique et la Russie. Alliance objective des deux grandes puissances qui se conjuguent par une autre alliance un peu plus terrible, qui est beaucoup plus grande encore, pour diviser ce qui est divisé par nature et par essence, c'est-à-dire l'islam sunnite, représenté par l'Arabie saoudite, et l'islam chiite, représenté par l'Iran. Aujourd'hui, nous sommes à ce point. Et cette fameuse rencontre entre les présidents au G20 nous l'a montré. Trump n'a pas hésité, et je ne parle pas du Trump caricaturisé par le monde, je ne parle pas du Trump caricatural, je parle de Donald J. Trump avec une stratégie mondiale qui se confirme de plus en plus et qui est de plus en plus puissante. Alliance objective du monde anglo-saxon pour sauver l'économie, avec Theresa May après le Brexit, mais aussi alliance objective qui sera signée prochainement et encore d'une façon beaucoup plus claire entre la Russie et les États-Unis pour régler le problème de la Syrie et le problème de l'Irak. Et ne soyons pas dupes, cette alliance, bien sûr, réglera le problème des minorités, bien sûr, sera avec assez de force se débarrasser des Daesh et de ces milices qui ont été installées depuis l'explosion de l'Irak. Et bien sûr, il y aura derrière ça le gaz et le pétrole. Et comme disait le fameux général gallois qui parlait à cette antenne, le sang du pétrole sera versé de nouveau. De ces alliances, je conclus, premièrement, que l'Europe elle-même, et surtout la France dirigée par ce jeune, on peut dire monarque, mais en mettant entre guillemets celui qui aime Versailles. Et nous aimons, bien sûr, cette passion qu'il a de Versailles, mais il faut qu'il sache que l'histoire de France a des axes stratégiques. Et pour pouvoir trouver entre ces deux grandes alliances américaines et russes dans cette région du Proche-Orient, où Picot et Sykes ont pu tracer avec leur stylo de Parker, peut-être, les frontières de cette région, tracer des frontières là où le bédouin disait « vous ne faites que tracer des lignes dans le sable ». Et aujourd'hui, nous attendons le référendum du Kurdistan qui peut faire bouger les lignes. Nous attendons des minorités déplacées, chrétiennes de Syrie, chrétiennes d'Irak, et qui risqueront de changer toutes ces frontières. Mais bien sûr, il y a aussi l'État de Palestine qui n'a pas été déclaré. Et qui oserait aujourd'hui déclarer un État de droit kurde, ou même alaouite, ou même sunnite, ou chiite, ou même chrétien, ou même druze, tant que depuis 48, nous n'avons pas réussi encore à déclarer un État palestinien de droit. De tout cela, nous sommes encore inquiets et nous attendons bien sûr des échos de cette région, d'Égypte où le maréchal Sissi a su trouver lui aussi une forme d'alliance objective. Et nous allons entendre les témoignages de ceux qui vivent là-bas, comme le père Boulad et d'autres, pour nous dire que feront les Égyptiens dans cette grande alliance. La Palestine elle-même, qui cherche avec la visite historique de Trump, et n'oubliez pas, une visite historique en Arabie Saoudite, qui a fini par un contrat de 500 milliards de dollars, et qui a permis à ce Donald J. Trump, qu'on considère comme un fou, de prendre l'avion de Riyad
jusqu'à Jérusalem et de demander à Netanyahou de reprendre l'avion dans l'autre sens, ligne jamais inaugurée, de visiter Bethléem alors qu'aucun président américain n'a osé visiter Bethléem avant. Nous attendons une sorte de solution et même de révolution dans cette région avec cette politique qui est celle de l'Amérique forte, celle qui lance 59 missiles pour dire aux Russes, nous sommes là et nous allons dans la même balance dialoguer. Celle qui lance aussi d'autres bombes, celles qu'on appelle les bombes mères en Afghanistan, et qui dit au monde, nous sommes là. Et celle aussi, cette stratégie qui, devant la Corée du Nord, crée une alliance avec le Japon, la Corée du Sud et même la Chine. Ne croyez pas que nous sommes là dans une phase qui va se répéter, celle d'Obama et celle du retrait. Nous sommes dans une phase qui reprendra la force et qui montrera que la guerre ne peut se régler que quand une guerre juste sera menée pour défendre toujours la veuve et l'orphelin. Merci Antoine Assaf pour votre chronique. Bonjour mon cher ami. Donc nous avons peut-être le père Boulade au téléphone. Oui, je suis avec vous. Il est avec nous, oui. Bonjour mon père. Bonjour. Donc vous êtes actuellement dans le sud de la France, mais vous venez d'Égypte. Oui, avant-hier j'étais en Égypte, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur la situation des chrétiens en Égypte aujourd'hui ? Eh bien, elle est toujours instable, bien que le président Sisi cherche à élargir un peu l'étau contre les chrétiens, mais ce n'est pas facile étant donné que le fondamentalisme imprègne toute la société et que on s'est débarrassé des frères musulmans dans un grand soupir de soulagement. Mais ils sont encore toujours là, toujours partout. Et avec les salafistes, qui sont leurs cousins germains, si je puis dire, c'est la même voix, la même mentalité, la même idéologie. Les chrétiens sont toujours dans l'insécurité et l'instabilité, mais la preuve, les attentats répétés contre eux, mais pas uniquement contre eux, puisque encore hier, paraît-il, il y a eu une trentaine de militaires qui ont été tués dans le Sinaï. Donc ce n'est pas uniquement contre les chrétiens que se déchaîne la violence, mais contre le président Sisi, qui a délogé les frères musulmans et qui ont l'espoir de reprendre le pouvoir. En tout cas, nous sommes certainement à la croisée des chemins et les chrétiens sont là, incapables d'agir sur la politique, puisqu'ils ne sont qu'une minorité de 10% sur une population de 90 millions. Mais ils ont leur volonté de résistance, pour ne pas dire de résilience, depuis 20 siècles, puisque c'est une chrétienté qui se maintient envers et contre tout les persécutions romaines, les persécutions musulmanes, et jusqu'à présent, cette résurgence donc du radicalisme musulman qui cherche à exclure de la carte du Moyen-Orient les chrétiens en général et leur plus grosse part qui sont les Coptes, qui représentent 90% des chrétiens du Moyen-Orient. Donc l'atout est énorme. Mais les chrétiens ne baisseront pas les mains, ils se laisseront tuer, massacrer, ils pardonneront à leurs persécuteurs, comme l'a demandé Jésus, mais par leur force de conviction, par leur foi profonde, ils tiendront, et je pense que rien ne les réduira. Merci mon père. Y aurait-il une solution pour ces chrétiens ? Je ne pense pas qu'ils aient la volonté, que ce soit une bonne chose, qu'ils viennent tous se réfugier en Europe, dans des pays qui en plus sont en train de s'islamiser. Non, la solution, c'est un État, une société civile, un État laïque,
qui est la seule solution. Supprimer de la Constitution l'article 2 qui stipule que la charia est la source première d'inspiration de la Constitution serait le premier pas à faire si on est sérieux. On ne peut pas parler d'égalité dans un pays qui se prétend démocratique si il y a au point de départ, à la base même de la Constitution, une discrimination radicale qui fait que le chrétien est automatiquement un citoyen de deuxième zone. Et donc, le problème avait déjà été vu en 1919 par Saad Zarlou, l'un de nos grands champions de l'Égypte, qui avait dit la religion c'est l'affaire de Dieu et le pays c'est l'affaire de tous, du citoyen. En d'autres termes, séparer le religieux du politique est la solution toute simple, consistant à dire laissons à chacun le droit de penser et de croire ce qu'il veut, et à ce moment-là, on aura la paix. Mais l'emprise du religieux, de l'islam, je dirais, sur la société égyptienne est telle que on ne voit pas comment on va arriver à ça. Le président a beau dire à Lazare de supprimer de ses programmes les textes appelant à la violence, à la haine, à la discrimination, tuer les chrétiens, massacrer-les, poursuivez-les, il faut les haïr. Ils ne le font pas. Le président, le cheikh de Lazare, Ahmed Taïb, fait de grandes déclarations, mais concrètement, il refuse d'expurger les programmes et les manuels de ces institutions, de tous ces textes incitant à la haine, et tous ceux qui sont formés à cette école sont des millions qui se répandent à travers le monde, qui sont les imams de mosquées, les chefs de toutes les communautés musulmanes à travers le monde, de l'Indonésie, en passant par l'Inde, en passant par l'Afrique du Nord, etc. Le poison de l'intégrisme est instillé dans les cœurs et dans les esprits de tous ces étudiants qui viennent se former au Caire. Et là, c'est la source du cancer que nous trouvons dans le monde entier en ce moment-là. Et le président Sisi a bien raison de s'attaquer à Lazare, mais ils résistent, ils prétendent faire quelque chose. Et d'autre part, on a demandé au chef de Lazare de condamner Daesh, ISIS. Il n'a pas fait, il ne le fera pas. Parce que c'est la même idéologie, c'est la même idée ancrée dans le Coran, ancrée dans les sources même de l'islam. Alors, il ne peut pas se démarquer. Donc, si vous voulez, moi je dirais, pour être bref, que l'islam est dans la souricière, une souricière dans laquelle il s'est mis lui-même depuis 10 siècles, et dont il ne parvient pas à sortir. Disons que l'islam, le Coran est par nature discriminatoire. Il faut dire les choses comme elles sont, il ne faut pas avoir peur des mots. Oui, et vous soulignez à juste titre que l'université Al-Azhar a un très grand pouvoir sur le monde musulman et aurait le pouvoir de révolutionner l'islam. Et oui, je me souviens de déclarations assez ouvertes du cheikh de l'université Al-Azhar, mais voilà, je pensais que le discours était un peu plus soft, dirais-je, que le mainstream musulman. Oui, c'est-à-dire que l'Azhar est actuellement dans le monde la seule institution assez représentative pour parler au nom de l'islam sunnite. Il n'y a pas d'autorité suprême comme dans l'Église catholique équivalente dans l'islam. Mais il y a l'Azhar qui est quand même qui a un poids considérable. Lorsque le président Sisi lui demande de changer de discours et d'enseignement et qu'il résiste, nous avons là le problème clé qu'on ne parvient pas à résoudre, et les visites d'amitié que se font
la chaire de Lazare au Vatican et le pape François au Caire ne change rien. Malheureusement, on croit qu'à travers des papiers, des déclarations, des affirmations d'amitié éternelle, le problème est résolu. Tout ça, c'est du kalam, comme nous disons en arabe, c'est-à-dire des mots. Ça n'engage à rien. Il y a justement dans l'islam ce qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est le droit de tromper l'autre pour le bien de l'islam. C'est le droit au mensonge, à la duplicité, lorsque le bien de l'islam est en jeu. Alors, dire des mots, faire des déclarations ne coûte rien. Mais moi, je veux 2 preuves très concrètes, très simples, qu'ils sont de bonne foi, que Taïeb est de bonne foi, Lazare est de bonne foi. Supprime de tes manuels tout ce qui incite à la haine et à la violence, premièrement. Et deuxièmement, condamne Daesh. Si tu ne le fais pas, voilà 2 points très concrets. Toutes tes déclarations, je les mets à la poubelle. Elles ne servent à rien et c'est du mensonge. Merci mon père. Antoine Assaf. Oui, je voudrais un peu réagir, Père. La joie de vous entendre de nouveau. Vous allez faire un petit tour en France et faire profiter les autres de vos discours, conférences et témoignages. Mais moi, je crois que depuis la question d'Orient, les pouvoirs, les forces, les puissances occidentales, avant c'était la France, la Russie, aujourd'hui c'est l'Amérique, les États-Unis, depuis Eisenhower, je crois. Quand ils abordent cette région, ils ne laissent pas la chance de rentrer en laïcité parce qu'ils abordent cette région en prenant la protection des minorités chrétiennes, en divisant les musulmans entre eux. C'est toujours en partageant cette région en communauté confessionnelle et non pas en état laïque moderne. Ils ont toujours profité de cette situation pour, d'une certaine façon, diviser et régner comme le faisait l'Empire ottoman. Y a-t-il une laïcité possible dans une région où seule la référence, même pour les pouvoirs d'Occident, est une référence confessionnelle? Il y a une laïcité possible à la libanaise, si je puis dire, parce que nous avons Antoine Assaf qui est libanais et qui sait de quoi il parle. À la libanaise, c'est-à-dire tenant compte d'une entité qui s'appelle l'État, un État laïque, non confessionnel, ce qui est le seul pays arabe des 57 pays qui est non confessionnel, qui refuse la référence religieuse dans sa constitution. C'est un pas énorme, tout en conservant le communautarisme, c'est-à-dire la division dans des communautés ethniques, religieuses. Donc, un équilibre entre les deux est possible. Il ne s'agit pas d'un trait de plume de prendre la formule française. Non, il s'agit simplement de trouver une formule qui respecte à la fois la laïcité, une neutralité de l'État, une liberté religieuse, tout en conservant des communautés qui ont leur identité historique et à laquelle ils tiennent. Donc, je pense qu'il y a suffisamment de gens intelligents dans le monde pour trouver une solution qui garde l'équilibre entre l'identité communautaire et l'égalité citoyenne. Voilà. Mais je pense aussi que les nations occidentales instrumentalisent les religions, l'islam en particulier, pour des intérêts bassement géostratégiques que nous connaissons tous. Toutes ces guerres puent de pétrole, puent d'argent, et personne n'est dupe de ce qui se cache derrière. Oui, l'islam est instrumentalisé, mais je dirais il est instrumentalisé parce qu'il est instrumentalisable, parce qu'il offre tout ce qu'il faut pour créer des guerres et des conflits. Le terrain est fertile, oui. Oui, un terrain fertile, voilà. Voilà, une question vous êtes peut-être le seul à pouvoir répondre de façon concrète. Elle vient aussi des auditeurs, c'est-à-dire l'Égypte a signé la paix avec Israël. C'est peut-être que les Égyptiens vont visiter Israël, des Israéliens viennent visiter Israël quand il n'y a pas un problème. Comment vous, chrétiens d'Égypte, et vous de Syrie en plus, mais surtout d'Égypte, vous voyez cet État d'Israël se comporter avec les communautés chrétiennes là-bas? Est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce qu'on les laisse à Bethléem partout? Est-ce qu'ils ont un traitement différent de celui des communautés arabes musulmanes? Je pense
qu'ils jouissent d'une vraie liberté, pour autant que je sache, je ne suis pas un politologue, mais tout ce que j'ai comme écho de la présence chrétienne en Israël est plutôt positif. Je n'ai pas l'impression d'une persécution quelconque ou d'une pression quelconque sur les chrétiens. Ils sont beaucoup plus libres en Israël qu'ils ne le sont en Égypte. Hein. Quant à la Syrie, bon, ils jouissaient d'un statut relativement tolérant avec Bachar, qu'on a voulu faire sauter, on n'est pas parvenu. Tout ça est enveloppé de mensonges et finalement on s'aperçoit au bout du compte que c'était une guerre manipulée avec une révolte pas entièrement manipulée, mais elle était réelle et en même temps elle a été exploitée par les pouvoirs d'argent qui mènent la planète en ce moment. Donc je ne veux pas innocenter l'Occident, mais en même temps, je dis, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un terrain fertile. Si on arrivait à une réforme de l'islam, eh bien, je pense que bien des choses se régleraient. Mais je pense que cette réforme est pratiquement utopique, vu que l'islam est dans le souricière, comme je disais. C'est comme si l'on voulait réformer l'arianisme et toutes les hérésies. Oui, J'ai l'impression, Père Boulade, que finalement la réforme de l'islam serait son implosion. Oui, parce qu'actuellement, le courant athée est en croissance en Égypte et dans le reste du monde arabe. Les musulmans, je parle d'un athéisme musulman, il existe aussi chez les chrétiens dans une moindre proportion, mais les musulmans sont de plus en plus réticents à la religion, pour ne pas dire ils la rejettent complètement, et il n'y a qu'à écouter des voix comme celui de Ahmed Abdesamad, le professeur en Allemagne, qui est carrément en réaction contre l'islam, ou bien d'autres voix de l'islam, d'un islam libéré de la contrainte religieuse. Il y a un courant non seulement laïciste, mais athée ou agnostique, qui va en grandissant. Moi, mon prochain livre en arabe, qui paraîtra cette année ou l'an prochain, c'est sur l'athéisme. Justement, j'ai fait des séminaires à Alexandrie là-dessus, avec des jeunes et des moins jeunes, à la fois chrétiens et musulmans, qui étaient carrément athées. Et pour moi, c'est une voie de sortie de cette emprise du religieux sur la société qui n'est pas saine. Il faut que l'être humain découvre sa liberté, ne soit pas tout le temps l'état de contrainte de pouvoir politique et religieux qui l'empêche de penser. Il y a un refus de la pensée libre. Hein. Le monde arabe est pris dans une gangue, un étau, si je puis dire, depuis des siècles, qui fait qu'on n'a plus le droit de penser. Depuis le Xe siècle, ce qu'on appelle la porte de l'Ijtihad ayant été déclarée close au Xe siècle, on n'a plus le droit d'avoir une pensée critique, une réflexion critique, d'où la sclérose du monde musulman. C'est un désastre. L'enseignement en Égypte est un vrai désastre parce que justement, tout est par cœur, on apprend par cœur, on ne réfléchit pas. Alors, tout ça, c'est un fruit de cet enseignement religieux qui est donné partout et qui imprègne la société. Non seulement donné dans les écoles et les universités, mais donné dans les prédications du vendredi qui atteignent le petit peuple, donc à tous les échelons. Et quand la radio et la télévision s'en mêlent, alors c'est fini. Le pays est pris dans un prêt à penser dont il ne parvient pas à sortir. Père Boulade, merci beaucoup.
Peut-être on pourra avoir la réaction du père Boulade à l'égard de la dernière intervention théologique cette fois, parce que vous êtes théologien je crois, du provincial ou du père jésuite qui a parlé du diable et qui a refusé la reconnaissance personnelle, si j'ai bien disons du diable. Est-ce que c'est son avis personnel, et dans le cas chez les jésuites, comment vous faites? Parce qu'il y a beaucoup, Balthazar, jésuite, beaucoup en parler de la présence personnelle de la personne du diable. Et bien sûr, vous avez suivi. Comment avez-vous réagi, vous, jésuites d'Égypte? Écoutez, je ne veux pas parler au nom des jésuites d'Égypte parce que je ne prétends pas les représenter, mais je pense que par rapport au diable, il y a deux options. Ou bien le diable est un personnage réel, ou bien le diable est une personnification du mal. Alors ces deux options sont toutes les deux possibles, je pense, dans une orthodoxie chrétienne, catholique. La position du pape n'est pas nécessairement infaillible puisqu'il ne parle pas ex cathedra, comme on dit. Donc, on peut pencher pour l'une comme pour l'autre. Et chacune a ses arguments qui sont très forts. S'agit-il là d'un personnage réel, Lucifer, déchu de son rôle d'ange de lumière pour devenir ange des ténèbres, et qui agit dans l'histoire, et qui se manifeste à plus d'une reprise dans l'Évangile et tout au long de l'histoire de l'Église? Ou bien s'agit-il là d'une personnification du mal et non d'un personnage réel? Je ne me prononcerai pas parce que je vois autant d'arguments d'un côté que de l'autre. Je suis plutôt penché à croire qu'il s'agit d'une personnification du mal plutôt que d'un personnage réel, mais je ne serai pas aussi absolument catégorique comme je l'étais il y a quelques années, parce que je ne sais pas si et pourtant, père, notre père, dans la langue araméenne, se termine, contrairement aux traductions occidentales, et ne nous délivre pas du malin. Charir, alors que la tentative du mal dans les versions occidentales. J'ai voulu aborder ça avec vous parce que ce que nous vivons depuis l'avènement de l'islam dans ce malheureux Proche-Orient qui a connu quand même 7 siècles de culture de chrétienté avant l'arrivée des hérésies, justement nous fait penser à une ou personnification du mal ou la personne du diable qui intervient elle-même. Je citerai les psaumes, psaume 96 verset 5, les dieux des païens sont des démons. Les dieux des païens. Oui. Mais merci, merci Père pour votre intervention. Merci Père Boulade pour votre intervention sur la situation en Égypte et pour ce petit débat théologique qui n'est pas dans les habitudes de cette émission. Mais pourquoi pas. Et que le pays de Cyril d'Alexandrie garde le phare. Merci. Donc nous revenons maintenant dans les studios de Radio Courtoisie. Nous parlions avant cette incursion au Moyen-Orient avec Antoine Assaf et le Père Boulade de Simone Veil et de l'avortement. Alors nous en étions arrivés à un point qui me paraît assez important, à savoir si la question de l'avortement était une question morale ou une question politique. Voilà, avant de vous laisser continuer cet épineux problème, tout en sachant qu'elle va finir dans le Panthéon avec son mari, attention, depuis Victor Hugo, nous savons que le retour des cendres. Je dis bonnes vacances aux auditeurs de Radio Courtoisie qui sont toujours intelligents, présents et actifs, et que cette génération, celle de Julien et de ses amis qui l'entourent là, qui est très proche de notre Macron, sache mener la bataille. On attend vos fruits parce que en regardant le Parlement français, je vois une véritable révolution des âges. J'ai remarqué même que les attachés parlementaires de ces jeunes députés sont plus âgés que les députés eux-mêmes, gare à la stratégie. Et je souhaite à cette jeunesse qu'elle soit courtoise et vraie. Et française. Merci beaucoup Antoine. Ouais. Dieu vous entende. Donc, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, à l'écoute du libre journal des lycéens. Donc, la réponse à la question que je viens de poser est évidemment les deux, mon capitaine. L'avortement est à la fois un problème moral, mais en même temps un problème politique. Mais je pense que si on aborde l'avortement au niveau de la société en entier, c'est un problème politique qu'il faut régler de façon politique. Quand on parle de 200 000 avortements par an, effectivement que c'est un drame, que c'est une question morale aux responsabilités multiples
est assez compliqué finalement à distinguer. La mère est-elle responsable mais pas coupable? La mère n'est pas la première responsable. Le premier responsable, c'est la société. Où je voulais venir. Autant pour moi. Mais allez-y, Adrien. Qui sont les responsables de l'avortement? Numéro 1, la société. La société totalement déchristianisée qui n'a rien à cirer du fait que chaque année, plus de 200 000 bébés meurent dans le ventre de leur mère. Ensuite, la personne qui pratique l'avortement, faut quand même pas les oublier, parce que s'il n'y a pas de médecin pour le pratiquer, il n'y aura pas d'avortement. Hein. Et ensuite, ce sont pas la femme, ce sont la femme et je peux pas dire son mari malheureusement compte tenu des mères en France, mais c'est l'homme qui a conçu l'enfant. C'est-à-dire que si la femme ne se sentait pas abandonnée très souvent par son conjoint, peut-être qu'effectivement elle ne songerait même pas à avorter. Donc il y a une responsabilité qui est diverse, qui est collective, mais la responsabilité de la femme qui est existante ne prime pas. Et avant toute chose, les gens qui doivent être dénoncés sont les gens qui organisent une propagande déculpabilisatrice, si je puis dire, sur la question d'avortement et qui exonèrent systématiquement les personnes favorables à l'avortement de toute responsabilité. Voilà. Oui, nous sommes évidemment pas du tout ici pour culpabiliser les femmes qui sont, alors peut-être pas les premières, mais en tout cas les deuxièmes victimes de l'avortement, avec toutes les conséquences psychologiques que l'on connaît. C'est leur âme, la deuxième victime. Oui. Xavier Javel. Je suis néanmoins toujours un petit peu sceptique sur la façon dont vous voyez le problème, ne serait-ce que pour justement, ici on est dans une radio. Et le principe d'une radio, c'est de s'adresser aux gens. Alors peut-être que, oui, peut-être qu'il y a un problème d'âme, mais le problème principal, c'est un problème de peuple. Le problème de l'avortement, vous pouvez en parler d'un point de vue d'âme, dans la place publique, mais les gens, je suis désolé, les gens, ça ne va pas les intéresser, ils vont s'en foutre, ou alors ils vont pas voter pour. Les gens qui ne s'intéressent pas au seuil de leur âme à titre personnel, je ne compte pas sur eux pour refaire la France. Bah, vous comptez pas sur grand monde, mais moi je compte. Mais l'histoire n'est pas faite par les majorités. Mais l'histoire n'est pas faite par des majorités, l'histoire est faite par des minorités actives qui sont fondées sur des logiciels cohérents, que le logiciel soit bon ou mauvais d'ailleurs. Hein. Et qui avancent avec le peuple. Ah bon? Parce qu'on fait ça pour le peuple. Quand est-ce que le peuple a fait l'histoire? Où, quand et comment? Bah, notre pays, par exemple, il porte un nom. D'où vient ce nom? Bah, de Clovis. Non, ça porte un nom qui vient du nom des peuples francs. Oui, mais c'est pas pour. Oui, je suis d'accord, mais donc le peuple franc était justement une minorité. Hein. Oui, c'était une minorité. Les minorités font l'histoire, rarement directement contre le peuple, certes, mais la question de l'avortement pose un problème démographique et donc un problème politique. Et je pense que à ce problème politique, il faut trouver une solution politique. Bien sûr, mais les deux ne s'opposent pas. Hein. Les deux ne s'opposent pas, bien sûr. Sauf que je pense que c'est néanmoins une question plutôt pédagogique. On ne peut pas aller sur la place publique parce que oui, on a besoin de la place publique. On peut le faire, si, on peut le faire. Je le fais d'ailleurs. Je le fais, j'ai aucun problème pour le faire. La société française meurt de la privatisation de la morale. On meurt de cet individualisme qui consiste à dire, puisque ça va bien pour mon petit derrière, eh ben j'en ai rien à foutre, pardon pour mon langage, que toute la société se décompose autour de moi. Vous savez, c'est la pièce de théâtre de Ionesco, Le Roi se meurt. C'est le roi qui est autour de son royaume, qui dépérit et qui ne bouge pas. J'entends tout à fait cet argument. Nous risquons effectivement de choquer les cerveaux trop structurés par le politiquement correct. Eh bien, ces cerveaux, hélas, je pense pas qu'on risque de les choquer. Je pense qu'on risque tout simplement de les désintéresser ou de les dégoûter. Mais ces gens-là sont déjà désintéressés de la France. Ces gens-là ont voté à 66% pour un candidat qui niait l'existence de la France. Et à partir du moment où... Et ils ont tous voté pour ce candidat pour leur intérêt personnel. Exactement. Sans penser à celui de leurs grands-parents, par exemple. Le suffrage universel, c'est le règne des nombrils. La plupart des électeurs ne se positionnent pas par rapport aux intérêts de la France, mais par rapport aux intérêts de leur petit nombril. Nous mourrons de cela. Eh bien, face à cela, il faut tirer les gens vers le haut et il faut leur dire « votre logiciel est mauvais ». Et tant qu'on ne leur fait pas comprendre cette base-là, ce n'est pas en rabotant notre discours qu'on arrivera à les convaincre. Au contraire, il faut avoir un discours sûr de nous, avec des bons fondements, puisque quand il n'y a pas de bons fondements, il n'y a pas de bons fruits. Et il faut être péremptoire, et il ne faut pas se laisser culpabiliser par les gens. Si on choque ces gens-là, c'est leur problème, ce n'est plus le nôtre. Mais ces gens-là ont choisi d'être en dehors de l'histoire de France, parce que quand on vote pour Macron, on est en dehors de l'histoire de France, je suis désolé. Dans les poubelles, on choisit la fin de la France, c'est leur droit. Mais nous, notre droit, c'est de rester français et de rester fidèle à notre héritage culturel
politique et, j'ose le dire, spirituelle. Et la révolution en France se fera lorsque les Français auront renoué avec cette anthropologie catholique. Tant qu'on restera avec cette anthropologie républicaine, on restera Charlie. Parce que pourquoi le pouvoir renouerait-il avec des valeurs françaises et catholiques si la société ne l'est pas et si l'anthropologie qui structure cette société ne l'est pas? Mais moi, par exemple, je ne demande pas du tout au peuple d'adhérer massivement, justement, par exemple, au catholicisme. Moi, je lui demande plutôt d'adhérer massivement à la nation, à la France, parce que la nation, c'est le peuple aussi. Mais la France est catholique, cher ami. Bah, la France est catholique, mais elle a été d'autres choses. Ah bon? Elle est un peu de tout maintenant, désolé. Ah non, c'est la République qui est tout. La France, elle a pas bougé d'un poil. C'est comme l'Église. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas été catholiques, qui ont été des Français athées, on peut le dire, qui ont fait beaucoup plus pour la France que certains grands noms catholiques qui ont combattu plus au nom de l'Église qu'au nom de la France. Français, je vous parle de la France. Qui est des Français non catholiques qui ont rendu des services éminents à la France, c'est incontestable. Non, qui est fait la France. Ben, je pense qu'il y a des gens l'essence de la France, elle est catholique. C'est comme ça. Dans tous les villages de France, vous avez un cimetière de 14-18 et une église. Je n'y peux rien. Les rois de France ont structuré la société par rapport à quelle culture, ça fait partie de notre passé, on doit l'accepter. Je ne suis pas là pour vous dire faut raser les églises. J'entends tout à fait. Je suis là pour vous dire, il y a des églises d'accord, mais il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Ce n'est pas mon problème. La France... Bah moi, c'est pas mon problème, les églises, dans ce cas-là non plus. Enfin, mais vous faites ce que vous voulez. Pas comme ça. Mais la France, ce n'est pas moi qui ai écrit son histoire. Restez courtois, monsieur. La France, ce n'est pas moi qui ai écrit son histoire. La France est catholique et c'est comme ça. Et tous les ennemis de la France, comme par hasard, s'attaquent toujours au catholicisme et à la présence du catholicisme en France. C'est bizarre, il y avait un type qui s'appelait Robespierre qui avait une vision très différente de ça, tout en voulant détruire les ennemis de la France. C'était quand même son principe. Son idéal, c'était de détruire les ennemis de la France et de faire de la France la plus grande nation. Il y avait une confusion dans l'esprit de Robespierre, ainsi que de beaucoup de républicains qui l'ont suivi dans les décennies, siècles à venir, c'est qu'ils confondaient la France et la République. Or, ce sont deux notions totalement différentes, de même que l'Église catholique et l'Église conciliaire, soit dit en passant. Donc, de cette confusion, beaucoup de mots sont nés. Tant qu'on n'a pas les idées claires là-dessus, les mauvais fondements reproduisent des mauvais fruits. Je suis désolé de le dire. Et c'est-à-dire en quoi, par exemple, on parlait de Robespierre à l'instant. En quoi, justement, Robespierre n'a pas les idées claires quand il parle de détruire les ennemis de la France au nom de la nation et au nom du peuple français? Très simplement, parce qu'à partir du moment où on coupe un peuple de ses fondements anthropologiques, ce peuple ne peut plus être. Tout simplement. Donc à partir du moment où on veut substituer à l'anthropologie catholique une anthropologie fondée sur les Lumières, on fait un changement de peuple. Et d'ailleurs, c'est avoué par Pelletier de Saint-Fargeau, qui s'était occupé à l'époque des problèmes éducatifs sous la Révolution, qui disait « on est là pour créer un autre peuple ». Et pensez à cette phrase de Mélenchon qui est fascinante. « Chaque nouvelle génération est un peuple nouveau ». Eh bien moi, je regrette non. Moi, je ne suis pas un peuple nouveau. Moi, je suis un Français, de Clovis, en passant par les Grands de France, en passant par Du Guesclin, en passant par Jeanne d'Arc, en passant par les Poilus, en passant par nos grands maréchaux, je pense ça en particulier. J'assume cela, et j'ai une vision qu'on jugera rigide. Mais si on est catholique, on croit en la vérité, et on croit en cette vérité qui ne bouge pas. Mais la France gallo-romaine ne croyait-elle pas en une vérité qui ne bougeait pas au début? Alors elle n'était pas catholique, pourtant, cette France gallo-romaine. Bien sûr que oui qu'elle était catholique. Ah bon, elle a toujours été catholique. César était catholique. La France, non mais... Pardon, attendez, désolé. Déjà, Athènes était catholique? On parle de la France gallo-romaine. Donc la France, déjà, c'est à partir de Clovis. C'est pas à partir des empereurs romains. Et effectivement... Non mais excusez-moi, quand même, mais les bases de notre civilisation, de ce qui fait la France, c'est quand même la France gallo-romaine. Tout à fait, mais elle était catholique depuis au moins le IIe siècle. Et n'oubliez pas une chose, c'est que de quoi est née la France? La France est née de la lutte contre le mensonge, de la destruction de l'arianisme. Ce qui a fait la France, c'est la fusion entre les Francs et les Gallo-Romains. Et au nom de quoi s'est fait cette fusion? Ou dans quel objectif immédiat s'est faite cette fusion? Elle s'est faite dans la lutte contre le paganisme, d'une part, et contre l'hérésie arienne. C'est par le catholicisme qu'est née la France, et c'est par le catholicisme qu'elle renaîtra. Je pense pas qu'elle soit née avec le catholicisme. Je pense que, oui, les Francs ont pris le système chrétien qui était en place et qui était très pratique. Pourquoi? Parce que c'était Rome qui l'avait incorporé. Et donc c'était un système très utile, très en place, très pratique, très construit. Et c'est ça qu'on peut aussi donner, c'est ce que je rends au catholicisme. C'est très construit, donc c'est très pratique. Néanmoins, aujourd'hui, je dirais que c'est son problème. Mais il y a quelque chose que vous omettez dans votre schéma, c'est qu'à l'époque, au 5e siècle, le catholicisme est sur le point de mourir.
et qu'il y a l'Europe est recouverte de royaumes ariens. Et la France, je ne dis pas que c'est la France qui a sauvé le catholicisme, parce qu'elle a eu l'aide du bon Dieu, mais enfin, elle a été son instrument principal pour cela. Oui, pour les catholiques sceptiques, n'oubliez pas que l'Église a connu des temps de troubles bien pires que ceux d'aujourd'hui. Je suis pas d'accord, moi, là-dessus. Messieurs, ce qui est incontestable, c'est que, oui, je pense que la France est née catholique, est née avec le baptême de Clovis. Et effectivement, là-dessus, en tout cas, je vous rejoins, Adrien Bozzi. Je pense que la France est née avec la conquête de la Gaule, personnellement. Que tous les ennemis de la France ont été en même temps des ennemis de l'Église catholique et du catholicisme. Tout à fait. Même s'il y a évidemment eu des heurts entre l'Église catholique, ou en tout cas entre Rome et le Royaume de France. Vous savez, moi je m'intéresse beaucoup à l'affaire Dreyfus en ce moment, et il y a un personnage qui est très intéressant, c'est Godefroy de Cavaignac, qui était un républicain pur sucre, hein, puisque bon, on connaît son ascendance, mais sauf qu'il était anti-Dreyfusard. Et il s'est aperçu qu'effectivement, d'un côté, il y avait des gens qui défendaient Dreyfus, et d'autre côté, il y en a qui défendaient l'armée. Et comme par hasard, au fur et à mesure qu'il a défendu l'armée, Godefroy de Cavaignac s'est éloigné de la République et de son idéologie républicaine. Et là, s'il est mort un petit peu tôt, c'est dommage, je pense qu'il aurait évité des malheurs à la France, mais c'est à méditer. La trajectoire de Cavaignac, de Godefroy Cavaignac est à méditer. On va pas refaire l'affaire Dreyfus autour de ce micro, je vous rassure, chers auditeurs sur de Cavaignac. Radio Courtoisie. On va peut-être revenir au Panthéon et à Simone Veil. Donc on reste sur la République. Alors qu'est-ce que le Panthéon ? Le Panthéon accueille les grands hommes desquels la patrie est reconnaissante. Alors quels sont justement ces hommes que la République a voulu remercier et honorer ? On retrouve Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Sadi Carnot, Émile Zola, Jean Jaurès, Jean Moulin, Jean Monnet, Pierre et Marie Curie, André Malraux et Alexandre Dumas. Pour les noms les plus éminents, je suis sûr qu'Adrien Bozzi ça vous inspire. Bon, je ne dis pas que dans le Panthéon il y a que des guignols. Dumas est un grand écrivain. Jean Moulin, même si bon, il avait un combat politique qui n'était pas le mien, était un homme courageux. Il y a quand même des grands noms au Panthéon. Il y a des scientifiques aussi, on peut pas les nier. Mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont attaquées avec acharnement au corps et à l'âme de la France. Jean Monnet en est la caricature. Jean Monnet est un apatride par excellence. Hein. Je renvoie chacun à la lecture de sa vie. Il y a de nombreuses biographies qui ont été faites sur l'intéressé. Je rappelle que initialement on avait même mis Mirabeau et Marat, hein, mais on voit bien que les gens qui sont au Panthéon sont des gens qui sont républicano-compatibles, et que les gens qui défendent un logiciel plus enraciné d'un point de vue culturel et spirituel, avec le catholicisme, n'y ont pas leur place, objectivement. Et la République, effectivement, fait ce distinguo assez naturellement et assez spontanément, assez instinctivement. Et on a mis Alexandre Dumas au Panthéon. Moi, je dis très bien Alexandre Dumas, mais pourquoi pas, enfin, je sais pas, pourquoi pas Léon Bloy ? Question simple, pourquoi pas Bernanos, si on veut mettre des écrivains ? Et j'ai vu sur les réseaux sociaux des réactions choquées de certains se prétendant patriotes. Quoi, Simone Veil au Panthéon, mais elle est responsable de 200 000 avortements, 200 000 assassinats d'enfants par an. Oui, mais c'est la République, c'est tout à fait cohérent. Oui, j'ai pas trop compris ces réactions. Mais ce sont des gens qui encore font cette confusion fondamentale entre la France et la République, et qui ne comprennent pas que la République est là pour détruire la France. De toute façon, je vais vous dire une chose, au bout d'un moment, il suffit de prendre des transports en commun pour s'en rendre compte. Donc, tant qu'on fait cette confusion, on a l'esprit brouillé et on n'avance pas. Et on n'avance absolument pas. Et on peut même rebondir là-dessus en disant que si demain des patriotes français reprennent le pouvoir, peut-être qu'on pourra faire notre Panthéon à nous, en mettant des vrais individus qui ont vraiment combattu pour la France. Pour son corps et pour son âme. Oui, on peut l'imaginer. C'est peut-être un peu le même débat que celui sur la police. Nous sommes opposés à la police puisque nous sommes opposés au pouvoir, et que la police est évidemment le bras armé du pouvoir, et que ces braves policiers et gendarmes, tout patriotes qu'ils soient, et oui, mais je pense comme toi, mais bon, je te mets en tôle parce que voilà, il y a la gamelle. Eh bien, ils suivront aussi la gamelle si c'est nous qui la tenons. Tout à fait. Et l'histoire est là pour le démontrer, hein. Oui, bien sûr. Oui.
Je voulais revenir un peu sur la République et sur les valeurs de la République. Je vois Xavier Javel un peu sceptique à côté de moi vis-à-vis de vos propos, Adrien Abosi. Peut-être pour revenir sur les valeurs de la République, peut-être pour éclairer votre propos, ce sont toutes des valeurs universelles, dans le pire sens du terme, c'est-à-dire des valeurs désincarnées et donc perverses. Parce que finalement, c'est encore une fois une hérésie chrétienne qui est de calquer au plan temporel des dogmes spirituels. Oui, tout à fait. C'est bien résumé. Sinon que le paradis qu'on ne doit pas voir dans les cieux, il faut essayer de le réaliser sur Terre. Mais le fond du problème, c'est que les Français ignorent ce qu'est la philosophie des Lumières. Ils ne savent pas ce que c'est. On leur en parle tous les jours, que ce soit pour la louer ou pour la critiquer d'ailleurs. La plupart des gens qui critiquent la philosophie des Lumières, ils ne définissent jamais son contenu. C'est quand même problématique. La meilleure critique de la philosophie des Lumières, elle a été faite selon moi par André Tardieu dans son ouvrage, je crois c'est Le Souverain captif. André Tardieu, ce qui est très intéressant avec son cas, c'est qu'il était président du Conseil, c'était un républicain pur jus, pur sucre, mais qui, face aux contradictions qu'il voyait se manifester, à l'instar de Cavaignac, il a dit, non, on peut plus conserver ce logiciel-là, parce que nous allons en mourir. Et dans cet ouvrage, donc Le Souverain captif, il fait une très très bonne critique de la philosophie des Lumières, et il la résume en disant que c'est une philosophie qui vise à abolir le passé. Voilà, qui vise à abolir le passé. On peut rajouter, en faisant la jonction avec d'autres critiques de la philosophie des Lumières, on fait un homme nouveau, dépouillé donc de son passé, et c'est là qu'on comprend que tant qu'on conserve ce logiciel, on aboutit à l'effacement par définition de la société, et plus le temps passe, plus l'effacement se prolonge, tout simplement. Et on va de cliquet en cliquet. Loi de 1905, vous voyez, loi sur l'avortement, etc., etc., etc. À chaque fois, il y a des cliquets qui avancent. Mariage pour tous. Demain, PMA pour les couples homosexuels. Vous voyez, on va de cliquet en cliquet et on est sur une pente qui va toujours dans le même sens, quoi. Et ce qui est assez révélateur de voir aussi, c'est que justement, les différentes lois que vous désignez s'attaquent de plus en plus à la famille. Tout à fait. Pour toucher l'individu, il faut éclater la famille, qui est à la fois la première société, mais en même temps le lieu de la transmission, le lieu de l'éducation, le lieu des repères, des racines. De la transmission. De la transmission, tout à fait. Oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 1789, l'État passe son temps à essayer de violer la société. Ce qui est visé, c'est la société. Et ce qui est visé, c'est l'atomisation du peuple, parce que quand un peuple est atomisé, et quand il n'est pas structuré par des corps intermédiaires et par des familles, on peut faire de lui ce qu'on veut. La preuve, c'est la France dans l'état actuel dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers de la société, on n'a pas les chiffres, mais c'est très certainement plus de 50, peut-être même plus de 70%, qui viennent de familles totalement atomisées, totalement athées, totalement charliisées. Et ces gens-là, faut pas être surpris qu'ils regardent Cyril Hanouna et qu'ils votent pour Macron. À partir du moment où on ne leur a rien transmis, à partir du moment où ils n'ont aucune culture d'hérité et aucune culture à transmettre, effectivement, les médias en font ce qu'ils veulent. Mais le logiciel dont vous parlez est finalement assez contradictoire, parce que on ne peut pas ne rien transmettre. Et donc finalement, ce qui est transmis, ce sont des exemples de subversion. Alors, je vois ce que vous voulez dire, tout à fait. Qui devient la norme, et un idéal de liberté perverse, tout à fait, qui est une licence absolue. Tout à fait. Mais ce ne sont pas des cultures. La seule culture qui est transmise, c'est justement l'absence de culture et la détestation de sa propre culture. Étant précisé que la génération des baby-boomers a atteint le paroxysme avec ça, parce qu'eux avaient encore hérité un reliquat de culture classique, si je puis m'exprimer ainsi. Mais là, on arrive à un stade de déracinement du déracinement, si je puis dire. C'est-à-dire que on arrive vraiment en fait à la génération Resident Evil, c'est une citation, c'est-à-dire une génération de zombies qui effectivement est anthropologiquement, je caricature, mais quasi vierge. Mais parallèlement à ça, on constate un autre phénomène qui est encourageant, qui est celui de Français qui de plus en plus reviennent vers la France. Des jeunes Français qui viennent de milieux totalement athées, et je sais de quoi je parle, moi j'en viens, d'un milieu athée, de gauche républicain, qui reviennent aux valeurs fondamentales, culturelles et spirituelles. Donc il y a les deux mouvements. Il y a un contexte de zombification de la population, mais il y a une réaction qui est en marche d'individus qui se réenracinent. Et ça, c'est extrêmement porteur d'espoir, et la République ne l'a pas vu venir. Oui, parce que je ne pourrais pas expliquer réellement ce phénomène, mais c'est vrai qu'on le constate chez de jeunes personnes, de jeunes gens qui ont besoin
de repères qui ont besoin de savoir d'où elles viennent. Tout à fait. Et puis, au bout d'un moment, il y a aussi une réalité qui est en dissidence totale avec l'idéologie dominante. Et quand même, les gens ont un minimum de raison et d'esprit, et ils se rendent bien compte qu'il y a des vices dans le discours dominant, puisque le discours dominant qui est censé, qui se vend comme étant vertueux, se traduit en enfer pour un certain nombre de Français. Donc cela incite quand même à la réflexion. Et la question la plus évidente, c'est l'immigration. L'immigration est une chance pour la France officiellement, mais des millions de Français souffrent de l'immigration, directement ou indirectement. Oui, parce que le corollaire, ce qui est aussi, encore une fois paradoxal, le corollaire de ce logiciel de détestation de soi et de rejet de la culture est accompagné le corollaire de ce logiciel, c'est la mise en valeur de la culture de Je me permets d'inventer un mot. Il y a un mot qui existe déjà, c'est celui de la xénophilie, c'est-à-dire qu'on aime l'autre pour ce qu'il est, mais là on a atteint un stade supérieur qui est la xénomanie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les Français, pas les Français, que certains secteurs de la société gauchisés, charlisés, républicanisés ne peuvent plus se passer de l'étranger. Pour eux, la France ne peut pas vivre sans un apport constant et infini d'étrangers. Donc on est passé du stade de la xénophilie à celui encore plus délirant qui est celui de la xénomanie. On a des xénomanes aujourd'hui en France. Un auditeur de Radio Courtoisie attentif, ne dites pas plus soft que le mainstream, employez le bon français effectivement. Veuillez m'excuser, cher auditeur, je mettrai une pièce dans le cochon. Bien, donc voilà sur Simone Veil et sur l'avortement, et encore une fois avec Adrien Abosi sur la République, l'anti-France et ce logiciel moderne. Alors, comment est-ce que, une question de vocabulaire, Adrien Abosi, comment est-ce que vous qualifieriez ce logiciel ? Est-il moderne, des Lumières ? Tout à fait. Socialiste, anti-français. Ce logiciel, bon, pour résumer, en gros, c'est les Lumières. Mais après, autour des Lumières, il y a beaucoup de choses. Il y a le cartésianisme, il y a la gnose, il y a énormément de choses. Mais disons que pour synthétiser, et pour être pédagogique, je reprends le terme de notre ami, c'est globalement la philosophie des Lumières. Oui, tout à fait. Et la conséquence, c'est l'anticatholicisme et l'anti-France. C'est clair et net. Fut un temps, ce cher Maurras avait désigné 4 groupes que je ne cite pas parce que je n'ai pas de problème, comme étant l'anti-France. Je pense qu'il faisait une erreur parce qu'il visait les effets, il ne visait pas la cause. Pour moi, l'anti-France, c'est vraiment ce logiciel républicain des Lumières. Ce qui ne veut pas dire que la France ne peut pas avoir pour régime une république. On peut avoir une république, mais avec des bons fondements philosophiques, avec des bons fondements spirituels. Voilà. La question qui se pose, à nous, aujourd'hui, c'est la restauration des bons principes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que l'État qui a à refaire. Quand on écoute même un parti censé être dans l'opposition comme le Front National, on a l'impression que pour sauver la France, ce qu'il faut faire, c'est voter des bonnes lois qui seront bien appliquées. Non. Pour sauver la France, c'est toute la société qui est à rebâtir. Et pour cela, il faut restaurer les bonnes valeurs. Et il faut assumer la dimension morale de la politique, qui n'est pas que cela, mais qui est aussi cela. Oui, vous faites bien, je pense, de préciser, Adrien Abosi, que la question n'est pas tant celle du régime que celle des principes. Tout à fait. Tout à fait. La monarchie de Juillet, qui était une monarchie révolutionnaire, et en ce sens, elle était mauvaise. Un vieux monsieur en France, à un moment, a voulu faire une république fondée sur des bons principes. Il avait raison de le faire, on l'a empêché. Mais je préférais ce type de république à la monarchie de Louis-Philippe. D'ailleurs, j'ai une petite formule. Je préfère Philippe à Louis-Philippe, les intéressés comprendront. Merci. Et ça n'engage que moi, j'en rassure tout le monde. Bien sûr, Radio Courtoisie est une radio totalement libre et dont les propos n'engagent que ceux qui les tiennent. On va peut-être maintenant venir à notre cher président et son gouvernement, et c'est un peu un état des lieux de ses dernières actions. Antoine Assaf, qui nous a quittés maintenant, mais parlait tout à l'heure de l'amour de Macron pour Versailles. Il y a effectivement un peu de ça chez Macron, une volonté de revenir à une forme plus solennelle, avec un fond qui est profondément moderne quand il n'est pas creux dans les discours. Ça se dentoque quand même, hein, je veux dire, c'est... Alors déjà, il faut l'appeler par son vrai nom, Jupiter. Je crois que c'est son pseudo, maintenant c'est Jupiter, puisque Bruno Le Maire nous a dit que Macron c'est Jupiter, et que lui-même c'est Hermès. Alors je ne sais pas qui est Apollon, qui est Zeus, qui est Poséidon, mais en tout cas,
nous avons pu identifier, grâce à notre Vous êtes ministre, Apollon, Adrien, je vous rassure. non, moi je suis pas gouvernement, moi, attention. Hein. Je suis Pas je suis pas très macronien. Je suis pas très macronien. Mais c'est très intéressant parce que effectivement Macron. Alors je pense que cet amour pour Versailles est le reflet de Macron de son amour pour lui-même avant toute chose, qui à mon avis déborde d'un amour débordant pour sa propre personne. Mais bon, ceci étant posé, ce formalisme s'en en creux. Parce que les symboles sont importants, mais quand derrière, pour refaire la France, on propose quoi ? Une petite réforme du Code du travail qui, quoi qu'en disent les opposants de gauche, sera une petite réforme. On propose quoi ? L'élargissement de la PMA ? C'est pas avec ça qu'on va effacer les problèmes des Français. Et la réalité n'est pas effacée pour autant. Juste avant que Hollande renonce à se présenter, on nous faisait un portrait de la France apocalyptique. Et de fait, il l'est, à beaucoup d'égards. Mais ensuite sont arrivées les primaires et les élections, et là on est passé à un storytelling totalement différent. Storytelling, c'est une citation, je précise. Et on n'a plus parlé de ces problèmes qui ravagent la France, comme s'ils s'étaient effacés. Mais ils sont encore là. Alors certes, il y a eu une phase, je dirais, de lévitation collective pendant les élections, mais les Français, tôt ou tard, ils vont se réveiller avec la gueule de bois. Oui, le creux et le formalisme de Macron que vous soulignez, et qui s'est bien vu au congrès de Versailles, qui a été organisé en 3 jours, ce qui est pas tout à fait normal. Normalement, le gouvernement laisse plus de temps à la ville de Versailles pour organiser un congrès qui est quand même assez lourd pour cette ville. Ce formalisme et ce creux, en fait, étaient déjà présents dans la campagne. Tout à fait. Là, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ça, on peut reprocher tout ce qu'on veut au système, mais il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que la France, qui est traversée par des problèmes absolument gigantesques, l'immigration de masse, l'émigration des jeunes, qui est un problème absolument capital, la délinquance, on n'en parle pas, l'avortement, etc., etc. Donc on est dévasté par des problèmes absolument gigantesques, un chômage de masse aussi, dont les chiffres sont sous-estimés. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? Des micro-mesurettes. C'est-à-dire qu'en gros, pour sauver la France, il faut élargir la PMA aux couples homosexuels ? C'est pas très sérieux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous vend un Macron en état de grâce, officiellement, sauf qu'il va y avoir la réforme du travail, donc il va se mettre la France, qu'on va appeler de gauche, à dos, et avec la question de l'élargissement de la PMA, il va se prendre la France de droite à dos aussi. Donc cet état de grâce de ce cher Macron, il va pas durer très très longtemps a priori. Je pense qu'il n'a pas eu d'état de grâce. Tout d'abord, d'ailleurs, je pense que c'est une notion qu'il est totalement inconnue, l'état de grâce, notre cher président. Macron a été élu en bonne partie par réaction contre Marine Le Pen, et donc les Français ont voulu éviter le fascisme. Ils ont eu Macron. Ils auront donc le libéralisme qui se traduit par la casse du Code du travail. Peut-être que, de votre point de vue, c'est une mesurette. Oui, c'est une mesurette. Objectivement, ça a malgré tout son importance. Et la levée de l'état d'urgence, qui s'accompagne dans le même temps, qui s'accompagnera en tout cas, de l'inscription dans la loi normale, d'un certain nombre de mesures de cet état d'urgence. Mais vous l'avez vu, vous, l'état d'urgence ? Moi, quand je voyais les militants anti-loi du travail caillasser les CRS, moi je ne voyais pas l'état d'urgence. D'autres militants l'ont vu. Tout à fait. Sauf que eux, l'état d'urgence, ils l'avaient vu avant l'existence de l'état d'urgence, et que ce sont toujours les forces issues du pays réel qui sont persécutées en France. Et en revanche, les manifestants républicanos ou systémo-compatibles, eux, ils ont quasiment open bar. Mais l'état d'urgence ne s'applique que toujours à certaines personnes. Nos chers racailles, est-ce qu'elles l'ont vu l'état d'urgence ? Est-ce que l'économie parallèle a moins tourné en France depuis 1 an et demi ou 2 ? La réponse est non, on le sait très bien. On sait très bien, cher Adrien, que les lois ne suffisent pas, encore faut-il la volonté politique. Tout à fait. Vous avez peut-être vu que récemment a été arrêté un jeune homme qui aurait eu l'intention d'assassiner Emmanuel Macron. C'est possible. J'ai pas suivi ce dossier de très près, je vous avoue, mais... Alors c'est un jeune homme qui est présenté comme nationaliste, qui avait apparemment l'intention d'assassiner plein de gens, des noirs, des homosexuels, des juifs, Emmanuel Macron, et il était équipé de quelques couteaux, peut-être 2 fumigènes. Écoutez, là c'est mon côté avocat, je connais pas les éléments du dossier. Donc je suis pas capable de vous dire si ces éléments sont sérieux ou s'ils ne sont pas sérieux. Ce que je lui dirais simplement, c'est que s'ils sont sérieux, cet individu doit être condamné. Si tant est qu'il ait commis une infraction, je ne suis pas pénaliste, donc je ne me prononce pas. Si ces éléments ne sont pas sérieux,
on peut supposer que le système va le faire quand il est chaud et qu'il essaie de se servir de cette affaire pour diaboliser l'amour de la France, bien entendu. Même si l'individu en question, à mon avis, est nationaliste comme moi, je suis épicier, quoi. Oui, bon, il semblerait que les éléments soient assez minces, mais en tout cas, cela permet à la justice et à la presse derrière elle d'en faire des tonnes. Et de diaboliser certaines idées, on va dire ça comme ça. Parce qu'on peut également parler de la presse sur la question des différentes affaires qui ont émaillé ces dernières semaines, et sur le calendrier médiatique qui a été assez efficace finalement, Ah oui. puisque les affaires sur Fillon et sur l'affaire des assistants parlementaires est sortie pendant la campagne, et les affaires qui touchaient même indirectement Macron sont sorties bien après. Alors, en ce qui me concerne, je pense que c'est une pure coïncidence. Alors là, vraiment, moi, je ne pense absolument pas que les journalistes aient attendu d'avoir... non, bien entendu. Non, plus sérieusement, on prend pour des idiots. Et on voit bien que le suffrage universel est du n'importe quoi. C'est vraiment une espèce je dirais, de substance malléable qu'on manipule dans un sens ou dans un autre en fonction des intérêts de l'oligarchie. Et on le fait en balançant des affaires. Mais ce qui est quand même formidable, c'est qu'on nous a vendu une rénovation de la politique française, des gens beaucoup plus vertueux, beaucoup plus purs, puis au final, on s'aperçoit que voilà, c'est toujours les mêmes problèmes qui ressortent. On a eu un casus bis quand même avec Bayrou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne des leçons de morale depuis 20 ans à toute la France, et qui, au bout d'un mois, est obligé de déguerpir de son ministère parce qu'il est rattrapé par une affaire, c'est à mourir de rire. Cet individu avait fait une loi de, je cite, moralisation de la vie politique. Et il part pour des problèmes d'emploi fictif, alors qu'ils ne sont pas encore sanctionnés par une décision de justice, il y a la présomption d'innocence. C'est peu lui qui faisait d'ailleurs personnellement, je crois, c'est son parti. Mais enfin, c'est quand même bien la preuve que la République essaie de se rattacher à chaque fois à des branches, mais que ces branches sont systématiquement pourries. Sur la question, effectivement, oui, les Français ont voulu éviter le fascisme. Bravo, ça a l'air d'être une belle réussite. Et ils ont voté pour le renouvellement de la vie politique. Alors on se retrouve avec des députés totalement incompétents. Et Ils n'étaient pas tellement compétents avant, ceci étant. Hein. oui, mais là ça se voit vachement quand même. Tant mieux, il faut voir la République telle qu'elle est. Et également, voilà, des individus toujours aussi peu vertueux. Voilà, je voudrais pas trop en faire sur. Mais c'est vrai qu'on a quand même une belle sélection avec nos chers députés. On a une députée qui apparemment aurait mordu un taxi. On a une députée qui veut faire des choses que je ne définis pas en détail à la France, Madame Danielle Obono, n'est-ce pas ? Je crois que c'est ça son nom, Obono. Obono, oui. Obono, autant pour moi. Là, on a vraiment un florilège. D'individus. Mais c'est très intéressant, quoi, qui sont à des années-lumière de la solennité que serait censée exiger la fonction qu'ils incarnent. Arnaud Danjou, une remarque d'un auditeur de Radio Courtoisie. Je lis en ce moment une remarque d'un auditeur qui dit, je cite, « Je n'ai rien contre les étrangers, j'ai par contre quelque chose contre l'islam qui est le problème majeur de notre pays, et ne me parlez pas de l'islam modéré, cela n'existe pas. » Je tiens à revenir sur ce point parce que c'est absolument fondamental. Le premier problème n'est pas l'islam en France. L'islam, c'est le sel sur la plaie. Le premier problème, c'est que ces gens-là soient ici avant même qu'ils soient musulmans. De quelque autre culture qu'ils soient, on ne peut pas assimiler des peuples entiers. Et la question de l'islam, est bien sûr, elle est grave parce qu'elle aggrave le problème, mais elle est secondaire. Le premier problème, c'est que les gens soient ici. C'est que les gens qui apportent cette religion soient présents. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le problème de l'islam si les gens ne venaient pas. Exactement. Merci Arnaud Danjou et Xavier Javel. Et évidemment, le problème premier est celui de l'immigration qui nous amène l'islam et les problèmes de l'islam qu'on retrouve dans tous les pays. Il y a aussi beaucoup d'enrichissement culturel avec l'immigration quand même. Là, je vous trouve un petit peu dur. Hein. Oui, Adrien Bozzi. C'est ce qu'on dit dans les médias en tout cas. Adrien Bozzi continue dans l'ironie noire et parler de l'islam modéré, etc. Oui, effectivement, on pourrait parler du sexe des anges et faire une émission de théologie musulmane, mais nous faisons une émission politique, cher auditeur. Moi, ce qui m'a bluffé, pour rester sur la question médiatique, c'est que finalement cette manipulation, appelons les choses par leur nom, ait fonctionné. À la fois sur l'histoire des affaires de Fillon. Alors ça encore, je peux comprendre les Français qui aient été déçus par la figure de Fillon telle qu'on leur a présentée, mais également sur la figure de Macron. Macron qui était à la une de tous les magazines français, qui ont tressé des lauriers, alors que
personne n'a vraiment compris son projet. Aucun fait d'armes en plus. Aucun fait d'armes. Personne ne sait d'où il vient. Alors si on creuse un peu, on voit de quelle argile cette marionnette a été façonnée. Mais voilà, il est simplement jeune, il est neuf, et voilà pourquoi Macron a été élu. Il a aussi été élu parce qu'il a mis une raclée à Marine Le Pen. Absolument, au second tour. Et je pense que, comme le rappelait Adrien Bozzi tout à l'heure sur cette perte de transmission qui s'accroît avec chaque génération, on est aujourd'hui, des gens ont voté aujourd'hui, voilà, qui sont nés dans les 80-90 dans un univers totalement déraciné et qui n'ont aucune structure mentale, aucune structure idéologique saine et solide pour pouvoir rien que faire un résonance. Ce sont la majorité de notre pays n'a pas de conscience politique. Et c'est un problème absolument fondamental, et c'est ce qui fait que, par exemple, en relisant Guy Debord sur la société du spectacle, etc., on voit bien qu'aujourd'hui, la France vote déjà de manière totalement irrationnelle. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, ça peut changer. Et je suis désolé, mais ils ont toujours voté comme ça. Hein. C'est pas nouveau, c'est le principe. Non, ils ont toujours voté comme ça, mais je veux dire... C'est pour ça que la propagande existe. Et c'est pour ça que la propagande existe. Mais si vous voulez, cher Javel, le phénomène Macron est un phénomène... de propagande réussie. De propagande réussie, bien sûr, mais je veux dire, c'est un phénomène différent puisque les gens qui votent ne sont plus les mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que anthropologiquement, Macron aurait dû faire 0 voix. Puisque un candidat qui se présente pour être à la tête d'un pays et qui nie l'existence de ce pays et qui diffame ce pays, dans un monde normal, il fait 0 voix. Mais là, on voit bien que ces Français post-français, ces Français républicanisés, charlisés, n'en ont rien à cirer. Et qu'au fond, ils ont voté Macron. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit de le faire. Et en fait, les gens mangent ce qu'on leur donne à manger. Arnaud Danjou, vous parlez de ces gens de cette génération qui n'a pas de conscience politique. Je pense que le problème est beaucoup plus grave que ça. La crise est anthropologique. Absolument. Les gens n'ont même plus de conscience individuelle. Et donc, ils se laissent mener par leur passion manipulée par le système. Absolument. Parce que les hussards noirs de la République ont bien fait leur travail de destruction. Dans un premier temps, pour remplacer la religion, il fallait une morale laïque et républicaine. Et donc les gens étaient encore structurés, en tout cas intellectuellement, avaient une conscience, en tout cas de leur culture, de là où ils venaient, et donc à peu près de là où ils allaient. Et finalement, petit à petit, l'éducation nationale a bien déséduqué et... même pas formaté finalement, mais... Ce qui est très intéressant, on voit beaucoup de gens qui sont structurés par cette ancienne morale républicaine, on met beaucoup de guillemets, qui sont eux-mêmes choqués de ces fruits-là, hein, très régulièrement. Vous savez, c'est les gens comme Natacha Polony, comme Brigelli, enfin, vous voyez, mais ils ne se rendent pas compte que c'est les fondements que eux partagent qui ont produit ces fruits-là. Absolument. Et pour revenir sur cette question de la transmission, je pense qu'on a énormément de soucis à se faire quand on voit aujourd'hui. Je suis passé le jour, j'étais profondément choqué. Enfin, je sais pas que ça m'a étonné, mais c'est toujours très dur de le revoir. Passer devant des lycées, des sorties de lycées aujourd'hui. On voit les lycées aujourd'hui sont des usines à jeunes bobos macronisés sans aucune conscience politique, mais qui anthropologiquement sont, je veux dire, ça ne vaut rien. C'est absolument terrible, et c'est notre peuple qui est détruit. Et même si on a une aversion absolument folle pour ces gens-là, qu'on ne puisse pas les encadrer, que on se dit oui, ce ne sont pas mes compatriotes, etc. machin. Rappelons-nous quand même que notre combat politique, si nous le faisons, c'est aussi pour ces gens-là, c'est aussi pour tous les gens qui vont à la Défense dans la ligne 1 le métro le matin, parce que peut-être que leur grand-père est mort aux côtés d'une autre dans les tranchées en 14-18. Les macronisés, à mon avis, ils prennent pas souvent le métro, soit dit en passant. Mais ceci étant, la vraie question, c'est la question de la reconquête des esprits. Je crois qu'il y a beaucoup plus de macronisés que vous ne croyez, Adrien Bozzi. Ah, c'est possible, et beaucoup qui prennent le métro. Hélas. Mais et peut-être beaucoup ne sont rien dans le train, d'ailleurs. Ah, bah ça c'est pas impossible. Voir dans le métro aussi. Mais la vraie question qui est posée, c'est la question de la reconquête des esprits. Voilà. Il faut être dans une logique conquérante, en proposant les bons fondamentaux, en étant pédagogique, en effet, en n'étant pas des caricatures de rigidité, je l'entends tout à fait. Mais ceci étant posé, cette entreprise de reconquête des esprits est en marche. Je ne fais pas exprès de reprendre cette formule, mais elle est en marche. Elle est là. C'est lent, mais c'est réel. Il y a de plus en plus de jeunes qui se convertissent au catholicisme. J'ai des témoignages, moi, tout le temps, alors que ce sont des gens qui ne viennent pas du tout de ces milieux-là, des gens qui deviennent, je dis pas d'extrême droite parce que le mot est connoté, mais on se comprend quand j'emploie cette formule. Il y a aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a une rigidification des baby-boomers sur le politiquement correct. En même temps, la jeunesse, en gros, soit elle s'abstient, soit elle vote FN, soit elle vote Mélenchon, quand même, faut pas l'oublier. Oui, c'est ça, justement, ces jeunes qui sortent de lycée, ils sont peut-être comme ça, mais néanmoins, c'est eux qui ont porté
majoritairement, c'est quand même cette génération-là, et les ouvriers qui ont porté Le Pen et Mélenchon aussi haut à la présidentielle. Après, il y a lycée et lycée. Hein, parce qu'il y a encore d'autres lycées où il n'y a pas de macronisés et il n'y a pas de gens qui votent. On se comprend. Beaucoup de Suédois, beaucoup d'Autrichiens. Ne tombez pas dans la caricature, Adrien Bozzi. Ah, je crois malheureusement que là, pour le coup, c'est pas de la caricature. Et je crois que ceux-là ne votent pas. Bien, donc sur le gouvernement Macron et les différentes affaires, il y a d'autres... vous parliez de Bayrou, mais il y a l'ancien Premier ministre, Richard Ferrand, qui a eu aussi des affaires. Tout à fait, oui. Il y a l'affaire Ferrand, il y a l'affaire de la ministre du Travail aussi, qui apparemment l'ancienne institution dans laquelle elle travaillait, je crois, a été mise en examen, je crois. C'est Business France, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Muriel Pénicaud, qui tout à est fait. l'ancienne patronne de Business France. Pour une affaire de favoritisme, en plus qui vise directement, je crois, un voyage d'Emmanuel Macron. Oui, un voyage de Macron à Las Vegas, en fait, cette histoire est parfaite. Macron se rend à Las Vegas avec Business France et donc dans le cadre, en tout cas officieusement, de cette campagne présidentielle. Et pour l'arrivée de Macron est organisée une grande réception à plus de 300 000 euros de budget qui a été organisée sans appel d'offres. Et donc le non-appel d'offres a été remporté par l'agence Havas qui a organisé cette réception. Si je devais résumer les choses par un mot, pour moi, ça serait effritement. On a l'impression que le système est en train de s'effriter, alors qu'en plus, personne ne lui porte de coups. Il n'y a pas un gros parti politique qui est là pour le déstabiliser, il n'y a pas une puissance étrangère qui est là pour le déstabiliser. On voit vraiment que le régime s'effrite de lui-même. C'est absolument fascinant. Oui, finalement, la vérité triomphe toujours, et les différentes contradictions que l'on a soulignées pendant cette émission ne peuvent plus tenir. Tout à fait. Et concrètement, le système tient encore parce que dans une certaine mesure, je dis bien dans une certaine mesure, l'espace public dans des pans entiers de la société ne subit pas ces répercussions-là. La question du grand remplacement est très symbolique à cet égard. C'est-à-dire que les gens qui le nient sont des gens qui ne sont pas confrontés à cette réalité au quotidien. Mais tôt ou tard, on ne peut plus mettre la réalité sous le tapis, si vous voulez. Donc là, on n'est pas encore à ce stade-là, mais on y est de plus en plus, tout de même. Hein. On a l'exemple, effectivement, ceux qui prônent l'immigration ne la vivent pas. Oui et non, on a l'exemple de Georges Coulnay, par exemple, qui est un grand défenseur de ceux qu'ils appellent les migrants, et qui possède une villa en Italie. Donc il vit avec sa femme et ses 2 enfants. Et là, il est en train de revendre cette villa pour quitter justement l'endroit qui commence par être pollué c'est bizarre, par ces populations, et pour trouver un endroit d'Italie plus retiré, moins accessible. Je pense que c'est une coïncidence, moi. Je pense que vraiment c'est une coïncidence. Oui, d'ailleurs, je pense que vous essayez de tisser des liens, Julien Lebel, qui sont absolument nauséabonds. Et d'ailleurs, il y a le groupe Coldplay qui apparemment vient de faire un morceau sur la question des migrants et de leur accueil. Voilà. Alors, si je peux me permettre, messieurs, il faudrait que... Arnaud Danjou. Pour une question tout à fait sémantique qui est très importante, il faudrait arrêter de parler de migrants et les dénoncer par leur nom, qui sont des immigrés clandestins ou des allogènes. Quand on viole une frontière, on est en envahisseur. Parce que en plus ce mot migrant, vous savez, il est un peu connoté. N'allez pas trop loin non plus. Le CSA il s'agit d'une immigration massive. Et oui, ce sont des immigrés clandestins, des réfugiés économiques, même pas. Mais en tout cas, il s'agit effectivement d'une immigration clandestine. Je reprenais le terme de migrant, voilà, en citant Coulnay et en le précisant. Oui, voilà, exactement. Parce qu'en plus, voilà, on essaie de nous vendre ce mot migrant parce que voilà, c'est joli et on dirait c'est quelque chose de naturel. Finalement, c'est un phénomène naturel au fil des saisons. Ça part avec les saisons. L'immigration. C'est un peu comme les oiseaux, en fait. Exactement. Merci Arnaud Danjou de ces précisions. Effectivement, ne reprenons pas les mots de l'adversaire et appelons les choses par leur nom, surtout sur Radio Courtoisie. Chers messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Vous avez encore quelques secondes chacun, si vous voulez avoir un dernier mot peut-être d'espoir pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Je ne serai pas là le 14 juillet, alors j'en profite pour le dire. Vive la France éternelle, catholique et royale. Ces propos n'engagent que vous, cher Adrien. Moi, je voudrais effectivement revenir sur le fait...
On parlait des générations qui se radicalisent, des jeunes Français qui se radicalisent au bon sens du terme, c'est-à-dire qui reviennent à leurs racines. Et on constate dans beaucoup de milieux, de mouvements nationalistes ou patriotes, ou appelez-les comme vous voulez, aujourd'hui un peu partout en France, ou des jeunes esselés, beaucoup se remettent à lire de beaux ouvrages, des essais politiques, de la philosophie, des très beaux romans. Et je pense que c'est un signe d'espoir. Je partage à 100% ce... Merci pour cette lueur d'espoir dans le marasme que nous avons évoqué dans cette émission. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous remercie d'avoir écouté ce libre journal des lycéens et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission.